Bonjour à toutes et à tous. Voici une vidéo qui vise à nous introduire au programme de notre cours en philosophie. Et cette année-ci, je nous propose d'aborder la thématique, la relation, si vous voulez, entre deux concepts, deux dimensions qui sont la subjectivité, intersubjectivité et l'existence. Et donc, tout au long de notre itinéraire de cours, nous investirons à travers différents auteurs et autrices, cette relation et les enjeux qu'il y a autour de cette subjectivité ou intersubjectivité avec toutes ces dimensions existentielles. Donc, on va structurer, si vous voulez, ce programme en quatre étapes qui elles-mêmes auront quelques subdivisions, mais en quatre étapes principalement. La première, consistera en fait à d'abord caractériser en fait ce qu'on entend par l'existence. Qu'est-ce que c'est qu'une philosophie existentielle? Quelles sont les grandes caractéristiques qui nous permettent de mieux l'identifier, de mieux la cerner, de mieux la comprendre? Donc d'abord une approche plutôt en termes de définition, et on fera référence ici à un psychiatre qui avait donc aussi une expertise clinique et qui proposait une définition de la philosophie comme acte de philosopher. Le psychiatre en question, c'est Karl Jaspers. Ensuite, on essayera d'investir, donc une fois qu'on aura cette définition générale à travers les grandes caractéristiques de cet acte de philosopher, et donc de ce que c'est qu'une dimension existentielle, finalement, un questionnement existentiel, eh bien, on entrera dans la question plus précise, on entrera dans le cœur du sujet, et on essaiera de regarder, tiens, comment est-ce que dans la relation à soi, dans la relation qu'un sujet peut avoir avec lui-même, donc une subjectivité peut avoir avec elle-même, dans sa conscience d'elle-même, comment est-ce qu'on peut envisager, la construction ou l'élaboration d'une relation à soi qui prenne en compte justement cette dimension existentielle? Pour le dire encore autrement et le contextualiser par rapport à à vos projets de formation, comment est-ce qu'on peut investir la question de la relation à soi par rapport à des questions qui sont relatives à l'éducation, donc, c'est-à-dire à une capacité à se conduire soi-même, à créer ses propres normes d'existence, ses propres règles de conduite dans la vie, etc. Comment est-ce qu'on peut envisager de construire, d'élaborer, de créer, parfois de générer, donc de faire émerger cette relation à soi-même de telle sorte qu'elle intègre en fait une composante existentielle. On se focalisera davantage sur un auteur, cette fois-ci du 19e siècle, qui est Johann Gottlieb Fichte. Il ne s'agira pas de se replonger dans le contexte historique de l'histoire des idées au 19e siècle pour comprendre comment, par exemple, la notion de subjectivité a pu se développer à ce moment-là de l'histoire de la philosophie. C'est pas du tout notre propos ici. On n'est pas dans un cours d'histoire de la philosophie. Notre propos, c'est plutôt de regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette théorie de Fichte qui, effectivement, s'est développée au 19e siècle, mais qui peut nous parler encore aujourd'hui, de telle sorte que par certaines nuances, modifications, manipulations, nous parvenions à la faire parler pour nous aujourd'hui dans le cadre d'objectifs qui seraient liés à une réflexion sur que peut bien être cette éducation de la subjectivité ou des subjectivités, donc de l'intersubjectivité dans la relation à soi, dans la relation au soi. Et on verra donc principalement une dimension projective, c'est comme ça que se traduira la question de l'existentialité chez Fichte. Ça, c'était donc le deuxième point. Le troisième point, on va regarder, donc vous voyez, premier point d'abord une approche générale, deuxième point on précise, la dimension existentielle dans la relation à soi, quelle forme elle peut prendre, et puis ensuite troisième point, on regardera un petit peu enfin pas tous, mais quelques grands déploiements possibles de cette relation à soi à travers justement des projets d'existence. Comment, pour le dire encore autrement, est-ce qu'une identité, cette relation à soi, cette conscience à soi, comment est-ce qu'une identité peut construire son existentialité, peut construire son existence, peut s'établir en capacité de donner du sens à ce qu'elle vit, de s'approprier, d'intégrer des expériences vécues dans des projets d'existence. Donc c'est vraiment ce troisième point s'attardera davantage à regarder des formes de déploiement de cette relation à soi. Et donc on prendra principalement, on sera concerné principalement par trois types de déploiement. Un premier type qui sera celui d'un déploiement de l'identité, donc d'un déploiement de cette relation à soi comme identité narrative.
on aura comme penseur pour nous aider à investir cette question-là, eh bien, Paul Ricoeur, qui est un philosophe français qui est né en 1913 et mort en 2005, et qui a réfléchi aussi des questions parfois très contextualisées, très particulières, notamment la question de l'accompagnement en fin de vie dans le cadre des soins palliatifs. Qu'est-ce que c'est que le soin de manière générale? Et donc le soin, évidemment, c'est pas simplement les soins de santé. Un éducateur, une éducatrice spécialisée peut être concerné par la question du soin, mais principalement le prendre soin, l'accompagnement, la préservation, la qualité de la relation à l'autre, la question de la confiance partagée, de la construction de cette confiance dans la relation avec des bénéficiaires, avec des participants, avec des personnes que vous allez pouvoir rencontrer dans le cadre de vos futures professions. Donc l'identité narrative consistera principalement à observer comment est-ce que l'identité peut se construire, se développer, se créer dans la relation à l'autre par l'intermédiaire d'un acte qui consiste à se raconter, à faire son histoire. Comment est-ce qu'on peut faire histoire ensemble et comment cet acte de donner du sens à notre vécu sous la forme d'une histoire, eh bien, donc, qui consiste donc à se raconter, peut permettre de générer, conscientiser, mais donc vraiment de part en part créer aussi notre identité, mais une identité qui sera d'emblée une identité partagée. Voilà avec une première approche du déploiement de la relation à soi. Une seconde approche, on passera par le philosophe Charles Taylor, qui est né en 1931 et un et qui est toujours vivant, alors qu'il travaille plutôt outre-Atlantique, lui, hein, donc dans le monde francophone, donc plutôt Canada-Québec, dans le monde francophone et anglophone. Et Charles Taylor, qui est davantage un philosophe politique, donc fort intéressé par les questions de la pluralité des valeurs, de la pluralité des régimes, donc par la démocratie en fait, et donc par le pluralisme de nos sociétés contemporaines, eh bien avec lui on regardera ce déploiement de la relation à soi, non plus comme identité narrative comme avec Paul Ricoeur, mais comme identité humaine. Dans quelle mesure est-ce que investir, explorer, être dans un rapport de recherche avec soi-même et avec nous-mêmes en collectivité, en communauté par exemple, peut nous permettre de découvrir de nouvelles expériences humaines. Dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas, c'est un peu une des questions que peut se poser Charles Taylor, et notamment dans un ouvrage qui est Les sources du moi, dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas dans l'investigation, l'exploration, l'approfondissement, l'expérimentation de cette relation à soi, l'occasion en fait d'une expérimentation de l'humanité. Est-ce que nous n'avons pas l'occasion, dans cette relation à soi et son déploiement au projet, l'occasion d'expérimenter un champ de l'expérience humaine qui pourrait être propre à chacun et différent d'une personne à l'autre? Ça, c'est un petit peu ce que Taylor va essayer de penser. Comment est-ce que l'humanité peut s'expérimenter diversement selon les personnes et selon la singularité d'une relation à soi qui se développe justement dans un projet d'existence individuel et communautaire? Ça, c'est vraiment les questions de Charles Taylor. Et puis alors, puisqu'on sera dans cette dimension, on aura déjà un petit peu amorcé cette dimension politique avec Taylor, eh bien, on regardera encore une autre dimension politique avec une autrice cette fois-ci, Hannah Arendt, qui est vraiment une autrice qui a, qui a, qui a essayé de réfléchir finalement quelles sont les conditions de l'homme, donc de l'être humain, dans nos sociétés modernes, avec tous les risques que nos sociétés modernes pouvaient avoir en termes de réduction d'une identité humaine. Et évidemment, ce qu'elle essaie de penser, c'est comment est-ce qu'on peut ensemble, eh bien, faire advenir encore de la subjectivité. Alors, le propos d'Anna Arendt est un propos qui est davantage un propos politique. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que on peut penser l'action collective. Elle sera davantage autour de ce genre de questions-là. Et donc, on verra avec Hannah Arendt les différentes manières d'agir qui peuvent exister, ou les différentes manières de faire ou d'agir qui peuvent exister au sein d'une société, et quel est pour elle l'agir politique au sens fort, c'est-à-dire cet agir où les sujets apparaissent pleinement ensemble dans un pouvoir collectif d'interpellation qui interpelle collectivement également. Ça, c'est un petit peu la dimension qu'on aura avec Hannah Arendt. Et puis, je pense qu'on n'est pas trop ambitieux en se proposant d'interpeller encore un dernier auteur. Et donc, ce sera vraiment notre quatrième mouvement maintenant. Premier mouvement, la définition générale avec Karl Jaspers. Deuxième mouvement, on précise la relation à soi dans le rapport à sa dimension existentielle avec Johann Gottlieb Fichte. Troisième mouvement, on observe des déploiements dans les manières de projection de cette relation
à soi et qui incorpore cette dimension existentielle avec Ricoeur, Charles Taylor et Hannah Arendt. Et dernier mouvement, on essaye, c'est pas comme si on est d'ailleurs, mais on essaye de penser cette subjectivité, intersubjectivité comme altérité. Et on va prendre une pensée qui est assez radicale dans son propos, c'est-à-dire très forte dans son propos, qui a une certaine teneur utopiste aussi, qui donc doit davantage non pas nous servir comme modèle d'application stricte et directement applicable, mais plutôt comme élément qui nous donne à penser des possibilités humaines, peut-être encore non réalisées. Et ce dernier auteur qui va nous servir à penser la question de l'altérité, c'est Emmanuel Lévinas, qui est un auteur qui est lituanien en fait, hein, puis qui est parti vivre un moment en Russie, puis qui est arrivé autour des années 1930 en France. C'est un penseur de confession juive et donc il essaye de réfléchir ce qu'il y a d'universel dans la judéité, ce qu'il y a d'universel, donc qui va au-delà, si vous voulez, de la pratique de la religion juive et qui pourrait concerner l'humanité au-delà de ses appartenances communautaires à telle ou telle religion, à telle ou telle culture. Il essaie de penser à la dimension universelle, celle qui nous concerne tous finalement. Et donc, il va approcher cette question de l'altérité d'une manière complexe, particulière, mais particulièrement intéressante, je pense, pour tous les professionnels qui vont intervenir dans les secteurs très différenciés du psychosocial, mais aussi des soins de santé. C'est vraiment un auteur qui donne beaucoup à penser pour les professionnels de terrain, qu'ils ressortent véritablement des secteurs du psychosocial ou du médical ou du paramédical. Voilà, pensée très forte, très radicale, euh, utopiste à certains de ces endroits, mais qui invite davantage, non pas tellement à réfléchir ce qu'il s'agit de faire, mais peut-être de ne pas oublier en nous une certaine manière d'humanité qui se joue dans la relation à l'autre et qui peut véritablement être mise à mal et disparaître. Voilà, c'est vraiment ce penseur de l'altérité au sens fort, c'est-à-dire ce penseur de l'altérité comme absolu, comme infini. Mais évidemment, on le verra plus tranquillement dans le cadre des différentes propositions que je vous ferai. Voilà un petit peu donc l'itinéraire général de notre cours, la thématique subjectivité, intersubjectivité, dans ses teneurs, dans ses relations, dans ses enjeux avec l'existentialité, les manières d'existence, et qui a pour objectif, si vous voulez, d'aboutir au développement d'une réflexion à partir d'une thématique qui me semble être assez ancrée dans vos réalités de terrain. Par rapport aux modalités d'évaluation, on aura une forme de QCM et qui s'appuiera, dont les, si vous voulez, les contenus d'études ou de vérification s'appuieront en fait sur eh bien, les vidéos qui seront déposées sur le Moodle et aussi un ensemble de ressources externes dont je parlerai évidemment dans les vidéos. Je ne vais pas vous renvoyer comme ça dans une sorte d'autonomie pure à découvrir des textes. Si je fais référence à des textes ou à d'autres sources, eh bien j'en ferai référence dans les vidéos de telle sorte que je puisse un petit peu vous les expliciter. Voilà un petit peu, donc par rapport à ce QCM, nous serons sur environ une dizaine de questions avec à chaque fois une réponse unique. Donc si vous avez une question avec quatre propositions possibles, eh bien il n'y aura qu'une seule, s'agissant de la philosophie en tout cas, il n'y aura qu'une seule réponse possible parmi ces quatre propositions-là. Voilà.